La dernière mise à jour d'Ethereum, appelée The Merge, a fait pas mal de bruit et a, je pense, donné un signal très positif au marché. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de décortiquer la prochaine mise à jour sur Ethereum qui s'appellera The Surge et qui transformera Ethereum grâce au sharding. Le sharding, c'est une technologie qui sera compliquée à mettre en place et qui mettra sûrement beaucoup plus de temps que prévu. Mais une fois le sharding réussi, Ethereum passera à 100 000 transactions par seconde et une transaction ne coûtera que quelques centimes à ce moment-là. Si Ethereum réussit ce pari, je pense que les blockchains de Layer 1 qui ne se différencient pas assez d'Ethereum auront du souci à se faire. Allez, on s'attache, c'est parti. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo a pour but de vous aider dans vos recherches. Sachez que je suis bullish sur Ethereum, donc dans vos recherches, je vous conseille d'aller écouter aussi des personnes qui ne croient pas en Ethereum pour avoir assez de nuances et vous faire votre propre avis. Pour m'aider à faire grandir cette chaîne, likez, commentez et abonnez-vous. Je suis aussi présent sur Twitter, TikTok, Instagram et mon site internet c'est coinstationacademy.com. Avant d'expliquer ce qu'est le sharding, j'aimerais vous redonner le contexte. Dans le monde de la blockchain, il y a un problème bien connu qui est le trilemme de la scalabilité. Ce trilemme énonce qu'une blockchain ne peut avoir que deux de ces trois attributs. 1. La sécurité, 2. La décentralisation et 3. La scalabilité. Les blockchains traditionnelles comme Bitcoin sont sécurisées, décentralisées, mais pas vraiment scalables. Des blockchains comme la BNB Chain sont scalables et sécurisées, mais il n'y a que 41 validateurs dans le cas de la BNB Chain et donc elles sont peu décentralisées. Et il y a les écosystèmes multi-chain qui sont des blockchains décentralisées et scalables, mais peu sécurisées. Car si une des blockchains de l'écosystème se fait attaquer, alors il y a des répercussions sur les autres. Bon, c'est pas entièrement vrai, je reviendrai sur ce point dans la suite de la vidéo. Le sharding, c'est quoi ? Le sharding, c'est pas quelque chose de nouveau et ça a déjà été mis en place comme par exemple sur Cloud Spanner qui est un service de Google Cloud. Le sharding, c'est la prochaine mise à jour d'Ethereum pour améliorer sa scalabilité et sa capacité. Le sharding permet de répartir la quantité de données à stocker et permettra au rollup d'être encore moins cher tout en bénéficiant de la sécurité d'Ethereum et permettra aussi de pouvoir faire tourner un nœud Ethereum sur son ordinateur portable ou même sur son smartphone. Et ça aidera beaucoup au niveau de la décentralisation. Le sharding, c'est la prochaine étape après la mise à jour d'Ethereum appelée The Merge qui a eu lieu le 15 septembre 2022. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur The Merge, voici ma vidéo sur le sujet juste ici. Le sharding, c'est prévu pour 2023 selon le site officiel d'Ethereum, ethereum.org. Mais par le passé, Ethereum a toujours privilégié la qualité et la sécurité de ses mises à jour, quitte à repousser les deadlines. Donc par mesure de précaution, je dirais entre 2023 et 2025 pour le sharding. Voilà à quoi ça ressemble graphiquement. Le sharding consiste à diviser une base de données horizontalement pour répartir la charge. On a la chaîne principale ici appelée Beacon Chain qui va coordonner tous les shards qui sont des couches successives de données. Dans le contexte d'Ethereum, le sharding fonctionnera en synergie avec les rollups qui sont la solution de Layer 2. On a par exemple Optimism, Arbitrum, zkSync, etc. Les rollups permettent aux dApps de regrouper ou de roll-up les transactions en une seule transaction off-chain, de générer une preuve cryptographique, puis de la soumettre à la blockchain principale. Ça réduit les données nécessaires pour une transaction. Si on ajoute les rollups plus le sharding, on obtient 100 000 transactions par seconde. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les rollups, je vous invite à la regarder juste ici. Alors, comment ça fonctionne le sharding ? Je vais prendre un exemple simplifié qui est le sharding par échantillonnage aléatoire. C'est la version la plus facile à comprendre, mais ce n'est pas vraiment ce type de sharding qui sera utilisé par Ethereum, car il utilisera le dank sharding, j'en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Bon, dans notre exemple, on a 10 000 validateurs et 100 blocs à valider. Le sharding va répartir aléatoirement le travail de vérification. Donc, étape 1, on mélange aléatoirement la liste des 10 000 validateurs. Étape 2, on assigne la vérification du premier bloc aux 100 premiers validateurs qui ont été choisis aléatoirement. Étape 3, lorsqu'un validateur vérifie un bloc, il publie une signature attestant qu'il l'a fait. Et donc la magie du sharding, c'est que tous les autres validateurs, donc les 9900 restants, au lieu de revérifier le bloc en entier, ils n'ont plus que besoin de vérifier les 100 signatures. Et vérifier sans signature, ça demande bien moins de travail que de vérifier un bloc qui peut contenir des centaines, voire des milliers de transactions. D'avoir un échantillonnage aléatoire, c'est super important car ça empêche un attaquant de concentrer son pouvoir sur un seul shard.
Dans un écosystème multi-chain à 100 blockchains, l'attaquant n'a besoin que de 0,5% des coins en staking pour effectuer des ravages. Il peut effectuer une attaque à 51% en attaquant une seule chaîne. Dans une blockchain shardée, l'attaquant doit posséder environ un tiers de la mise totale pour faire une attaque. Et donc, la sécurité est partagée. Il y a aussi le tight coupling. Si un seul shard obtient un mauvais bloc, toute la chaîne se réorganise pour l'éviter. Ce qui n'est pas le cas dans les environnements multi-chain. Une précision que j'ai trouvée sur le wiki officiel de Polkadot pour leur défense, c'est que même s'ils sont multi-chain, la Polkadot Relay Chain permet malgré tout d'avoir une sécurité partagée. Par contre, pour les protocoles qui utilisent uniquement des bridges, chaque blockchain est considérée comme souveraine et doit maintenir son propre ensemble de validateurs et sa propre sécurité. C'est la manière dont est organisé Cosmos, mais j'ai pu lire qu'ils travaillent sur la sécurité multi-chain et ont sûrement déjà trouvé une solution à ce problème. Si vous voulez bien comprendre ce qu'est Cosmos, vous pouvez regarder ma vidéo sur le sujet juste ici. Selon Vitalik, c'est possible d'avoir une sécurité partagée dans un écosystème multi-chain, mais c'est encore plus complexe à mettre en place que le sharding. À quoi sert le sharding ? Aujourd'hui, la blockchain Ethereum fait environ 1 teraoctet. On peut le voir sur le site whiteshards.com. Il devrait y avoir au départ 64 shards, donc chaque shard passera de 1 tera à 15 gigas. Bien plus facile à stocker, ce qui permettra de faire tourner un nœud Ethereum sur un ordinateur portable ou sur un smartphone. Et donc cela permettra à Ethereum d'être bien plus décentralisé et donc bien plus robuste. Au lieu que seulement quelques grandes entités comme Lido, Kraken ou Binance fassent tourner des nœuds Ethereum qui sont en fait pour la plupart sur AWS, le service cloud d'Amazon, beaucoup plus de particuliers et d'entreprises pourront faire tourner un nœud Ethereum. Donc en 1, le sharding permet davantage de décentralisation. Lorsque les premières chaînes shardées seront opérationnelles, elles ne feront que fournir des données supplémentaires au réseau. Elles ne géreront pas les transactions ni les smart contracts. Mais elles offriront tout de même des améliorations incroyables en termes de transactions par seconde lorsqu'elles seront combinées à des roll-ups. Donc en 2, le sharding permet de valider des transactions beaucoup plus rapidement et donc va faire baisser les frais de transaction. Ce n'est que plus tard, notamment quand les ZK Snarks seront au point, que les shards pourront potentiellement gérer des smart contracts. Si vous vous intéressez à la technologie ZK qui veut dire Zero Knowledge, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet juste ici. Les plans par rapport au sharding ont évolué. Et aujourd'hui, c'est le Dank sharding, comme je l'ai mentionné juste avant, qui a été retenu. Avec le Dank sharding, on ne parle plus de shard chains, mais de shard blobs. Ne me demandez pas pourquoi. Le Dank sharding, c'est la version la plus aboutie dont Ethereum dispose pour sharder sa blockchain. Maintenant, une question que je trouve super intéressante, surtout pour les pros Proof of Work, c'est pourquoi a-t-on besoin du Proof of Stake pour le sharding ? D'après mes recherches, la puissance de hachage nécessaire pour pouvoir prendre le contrôle d'un shard spécifique dans une blockchain qui utiliserait le Proof of Work est considérablement réduite. La capacité d'un acteur malveillant à prendre le contrôle d'un shard par la puissance de calcul est réalisable dans le cas du Proof of Work. Et donc un acteur malveillant pourrait attaquer d'autres shards par le biais du protocole de communication qui est l'une des caractéristiques les plus compliquées et les plus importantes de l'architecture sharding. La sélection par échantillonnage aléatoire des validateurs au sein d'un shard, ce dont je parlais juste avant dans la vidéo, cette sélection aléatoire permet d'empêcher ce type d'attaque puisqu'un acteur malveillant ne saura pas dans quel shard il est placé avant d'y être effectivement placé. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles Ethereum est passé du Proof of Work au Proof of Stake, pour pouvoir utiliser le sharding et être beaucoup plus scalable. Et maintenant, on va voir les points négatifs du sharding. Le premier point, c'est que l'échantillonnage de la disponibilité des données n'est sûr que si le nombre de clients Ethereum en ligne est suffisant. Il doit donc y avoir plusieurs centaines de clients en ligne, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 clients Ethereum, comme on peut le voir sur le site ethernodes.org. Le deuxième point, c'est que la quantité de données brutes à faire circuler est beaucoup plus importante, ce qui augmente le risque de défaillance dans des conditions extrêmes. Les explorateurs de blocs doivent stocker davantage de données s'ils veulent détenir la totalité de la blockchain. Il y a sûrement d'autres points négatifs, je vous invite à les écrire en commentaire si vous en connaissez. En conclusion, je dirais que la prochaine mise à jour appelée The Surge, c'est une étape qui aura beaucoup plus d'impact que The Merge sur l'utilisation d'Ethereum pour vous et moi. Concrètement, une fois le sharding mis en place, Ethereum sera au moins aussi rapide et bon marché à utiliser que Polygon ou Solana et pourra sans doute les dépasser. Et je pense que seuls les blockchains qui auront un différenciateur clair et une communauté ultra soudée pourront tirer leur épingle du jeu et vivre aux côtés d'Ethereum.
Je tiens aussi à dire qu'Ethereum n'est pas la seule blockchain à mettre en place le sharding. Tezos travaille sur le Data Availability Sharding, Elrond sur l'Adaptive State Sharding et la BNB Chain implémentera aussi sa version shardée. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus complet possible, mais si j'ai fait des erreurs ou si vous avez des compléments, merci de les écrire en commentaire pour que cela bénéficie à la communauté. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous n'avez pas encore liké et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça aidera la vidéo à toucher davantage de personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.